Ici, c'est autre chose, quoi. Il fait beau, les gens ont tous faim. Enfin, c'est notre dynamique. Si tu vas chercher les compétences, tu vas pas te faire avoir par un marketing Lamborghini ou autre, parce que tu vas dire, ok, je vois, tu gagnes bien ta vie, que c'est formidable, mais qu'est-ce que tu vas m'apporter? Tu vas m'apprendre quoi, tu vois? Techniquement parlant, on va faire quoi concrètement? J'ai vu qu'en fait, il y a deux Dubaï, tu vois. Il y a l'image qu'on a de l'extérieur et il y a le Dubaï quand tu vis ici qui a rien à voir. Par exemple, on vend l'alcool partout. Si tu bois trop d'alcool, ben, tu vas finir bourré, mauvais pour la santé. Les cigarettes, on en vend partout. Si tu fumes ou tu fumes pas. Les drogues, tu peux en acheter partout, ben, tu prends ou tu prends pas. Et pour moi, le mauvais marketing, c'est pareil. Il est partout. À toi de l'acheter ou pas l'acheter, tu vois. Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Donc, comme vous le voyez, on a un petit peu changé de contexte. On parle ici de e-commerce, de business en ligne. Et aujourd'hui, j'ai un invité. En plus, ça me fait plaisir qu'il soit là. Julien, bonjour. Salut, ça va? C'est sympa d'être venu sur la chaîne. Merci pour l'invitation. En tout cas, pour ceux qui ne te connaissent pas, si tu peux te présenter rapidement, nous dire un peu rapidement d'où tu viens, ce que tu fais maintenant. Et comme ça, derrière, on va pouvoir voir ensemble. Ben voilà, moi Julien Graham, 37 ans bientôt là. Ouais. Et en gros, à la base, j'étais dans tout ce qui était CGP, donc j'étais conseiller en gestion patrimoniale, donc tout ce qui était placement, assurance, etc. J'avais un réseau de distribution. Et en même temps, en parallèle, je m'intéressais aussi à tout ce qui était business en ligne, tout ce qui passait sur Internet. J'ai beaucoup d'amis qui sont dedans. Et au fur et à mesure du temps, j'ai dévié vers la formation et l'accompagnement. Aujourd'hui, en fait, j'accompagne des gens avec une expertise et je leur apprends en fait à passer du business physique à passer à du digital. En fait. Ok, super intéressant. Ce qui va être bien aujourd'hui, c'est qu'on va quand même pouvoir, comme tu l'as dit, tu vas avoir 37 ans, on a presque 15 ans d'écart. Donc, tu vois, on n'est pas du tout de la même génération en termes de business. Pourtant, on est quand même maintenant dans des secteurs qui sont assez similaires. Bien sûr. Et donc, ça va être intéressant de pouvoir comparer un petit peu, toi, ta vision des choses avec l'évolution que ça a eu. Et moi, peut-être ma vision qui est peut-être différente. Donc, ça peut être intéressant. Et en plus, toi, tu viens d'arriver à Dubaï il n'y a pas longtemps. C'est ça. Ça fait un mois et quelques là, que je suis là. Ouais, ça fait un mois et quelques. Et c'est vrai que c'était un des premiers sujets que je voulais aborder avec toi. Parce que moi, c'est vrai que je te suivais. J'avais vu des vidéos avec Akram et tout à l'ancienne. Tu avais sorti la i8, tu avais le Clash G, etc. Et donc, tu étais en place, tu vois, en Europe. Tu avais déjà développé tes business. Ça marchait bien pour toi. Donc pourquoi venir à Dubaï? Quel est l'intérêt, entre guillemets, pour ton business, pour toi, de venir à Dubaï à ce stade? Parce que tu étais déjà très, très, très avancé. Je pense que c'est un mélange de tout. Déjà, je voulais voir plus grand. Et surtout dans mon industrie aujourd'hui, tu vois, mes concurrents, ils sont tous quasiment à Dubaï. Et en fait, ça paraît tout bête, mais la fiscalité, c'est un aspect qui est très important dans un business. Bien sûr. Parce que c'est du cash flow en moins, etc. Et en fait, c'est très difficile d'être compétitif avec la fiscalité en frein en plus, tu vois. Donc il y a ça, il y a aussi la qualité de vie. Voilà, moi j'ai toujours été en Europe, j'ai été en France, j'ai été en Belgique, donc Paris, j'étais entre Paris et Bruxelles. Et je trouve que la vie elle s'est un peu dégradée avec le temps. C'est-à-dire que ce sont des beaux pays, j'aime bien vivre là-bas, mais je trouve qu'en termes de sécurité, en termes de mentalité des gens, etc., c'est pas fou. Et je voulais être stimulé, tu vois, je voulais être stimulé. Et franchement, depuis que je suis à Dubaï, il n'y a rien à faire ici, toi tu le sais. Ici, c'est autre chose, quoi. Il fait beau, les gens ont tous faim, enfin, c'est notre dynamique. Et voilà, j'avais goûté pour les vacances et là, je me suis dit, voilà, je vais être dans ce cadre-là tout le temps. La plupart de mes amis étaient toujours dans des endroits comme ça, donc à Dubaï ou à Panama. Ils habitent tous à Dubaï ou à Panama. Et je me suis dit, ben voilà, autant suivre le truc et prendre le risque, en fait, entre guillemets, de passer un step au-dessus, quoi. Ouais, c'est clair. En plus, je pense qu'en étant en Europe, moi, c'est vrai que j'ai vite switché sur Dubaï quand j'ai commencé à avoir des bons résultats. Mais c'est vrai qu'en restant en Europe, est-ce que tu t'es pas senti un petit peu isolé? Parce qu'il n'y a pas... Il y a des bons entrepreneurs, il y a plein de bons entrepreneurs, mais dans le online, dans le business en ligne, c'est vrai que je trouve que l'Europe, donc toi, tu étais en Belgique, donc que ce soit la France, la Belgique, c'est vrai que t'as pas trop... C'est difficile de développer vraiment du réseau avec des gens, quoi. En fait, c'est difficile de développer du réseau, mais c'est un peu, entre guillemets, normal, parce que même le business, quand tu le fais en ligne, il est compliqué. En tout cas, moi, je me rappelle, tu vois, c'est des trucs tout bêtes, mais par exemple, tu veux dépenser en ads. Moi, j'ai eu des cartes et des comptes qui étaient bloqués, tu vois. Et quand tu expliques à la banque que c'est un paiement Facebook, eux, ils voient que c'est en Irlande, ils disent c'est blanchiment d'argent, il faut leur expliquer que c'est de la publicité. Moi, j'ai eu un truc comme ça sur une campagne de webinaire. Ils m'ont fait perdre 2 jours de campagne, j'étais à 1 000 € par jour. Et ils m'ont bloqué mes cartes, tu vois, pour des trucs comme ça, tu vois. Ouais, ça, c'est vrai que des fois, tu as l'impression quand tu es en Europe, et surtout avec les banques européennes, les BM européens, etc., tu as l'impression qu'ils veulent pas que tu réussisses. Nous, on a fait ce constat, tu vois, avec mes équipes, c'est pareil. Tu as l'impression, dès que ça commence à se peine un petit peu, dès que ça commence à marcher un petit peu, il y a tout qui saute, tu te fais bloquer, tu peux pas avancer. En fait, ils ont leurs règles, tu vois, d'anti-blanchiment d'argent, de faire en sorte que les cartes soient pas piratées, des choses comme ça. Mais des fois, c'est trop rigide, en fait. Et t'as pas cette marge de discussion pour pouvoir, par exemple, pour débloquer mes cartes, mais c'est tout con, mais pour les débloquer,
as un numéro, bah, personne ne répond. Tu as une IA qui te répond dans le chat, mais c'est claqué au sol. Et du coup, j'ai dû aller jusqu'à la banque, me déplacer pour parler avec la personne qui s'occupe de ça. Elle me dit, ouais, mais en fait, à la banque, je suis toute seule. Je dois envoyer un mail au service, je sais pas quoi. Enfin, tu vois, c'est des trucs tout bêtes. Mais ce que j'aime bien, par exemple, à Dubaï, tu en parlais tout à l'heure, c'est un truc que j'ai vraiment découvert ici, c'est que tout va vite. Ouais, ça va Tout est très facile vite. à régler, en fait, ici. Ça va très vite. Moi, à chaque fois que j'ai un problème, par exemple, justement avec la banque, parce que ça peut arriver aussi à Dubaï, c'est pas non plus la jungle, tu vois. Mais à chaque fois que j'ai un problème, un compte bloqué, un truc qui se bloque, tu as le numéro WhatsApp de ton conseiller, tu débloques. Et ça débloque dans la journée, tu vois. Ça. Alors qu'en France, tu vas perdre une semaine, 10 jours, 30 jours, ton compte, il va être bloqué, ton argent aussi. Et ça, c'est vrai que c'est très compliqué et tu peux pas scaler. L'aspect scaling en Europe, c'est très compliqué avec les structures européennes. En fait, parce que moi, j'étais quand même un gros fervent de l'Europe, tu vois. C'est-à-dire que pour moi, Dubaï, c'est un endroit pour les vacances. Et ce qui s'est passé, c'est que la dernière fois que j'ai envisagé Dubaï, je suis venu différemment. Donc, je suis venu, mais j'ai pas fait, tu vois, tous les restaurants, toutes les soirées, etc. J'ai vraiment cherché à voir comment les gens qui habitent ici vivent. Et c'est là que j'ai vu qu'en fait, il y a deux Dubaï, tu vois. Il y a l'image qu'on a de l'extérieur et il y a le Dubaï quand tu vis ici qui n'a rien à voir. Et c'est ça qui m'a inspiré. Je me suis dit, OK, bah, let's go, quoi. Non, ça, c'est clair. Et même au niveau budget, entre guillemets, toi, il y a des gens, des fois, ils viennent en vacances et ils se disent, ah, Dubaï, c'est pas si cher, c'est pas si cher que ça. Mais en réalité, quand même, quand tu vis ici, quand tu vois toutes les charges fixes qu'il y a, moi, c'est ce que je dis toujours, c'est quand même une ville où il faut arriver avec déjà un certain stade, être déjà à un certain stade dans ton business. C'est pas une ville pour débutants, entre guillemets. Il faut déjà un truc qui tourne. Je pense que tu commences, toi, à t'en rendre compte parce qu'il y a plein de petits frais qui s'ajoutent. Tu payes tout le temps ici. En fait, tu as vraiment deux manières de vivre Dubaï, en fait. Si tu veux vraiment vivre l'expérience à fond, avec toutes les facilités, les services et tout, etc., ça fait vite des frais. Après, moi, je reconnais qu'ils vivent ici avec des très petits budgets. Mais alors, ta vie sociale, elle est zéro. En fait, c'est ça. Tu sors du centre, tu es dans ton petit appartement tranquille, tu fais que de bosser H24. Et là, tu peux vraiment limiter tes frais. Mais par contre, ta vie, tu n'as rien, tu vois. Mais c'est vrai que dès que tu veux faciliter, parce qu'ici, Dubaï, c'est la facilité, c'est vraiment le truc. Tu peux ne plus faire tes lessives, tu peux ne plus faire à manger, tu peux ne plus conduire. Enfin, et ça va très vite en plus. Voilà, et tout ça, c'est de l'argent à chaque fois qui part, en fait. Mais, en plus, tu vois, je sais pas si ça te le fait, mais la conversion dirham-euro, au début, bon, au bout d'un moment, tu t'y fais quand tout est compté en dirham. Mais au début, la conversion de dirham-euro, tu te dis, ah, c'est pas cher, c'est pas cher. C'est pas cher, ouais. À la fin, tu fais les comptes. Ouais, parce que tu divises quasiment par 4, donc tu as l'impression que tout est plus bas, alors qu'en fait, au final, quand tu calcules à chaque fois, c'est... Ouais, et puis tu payes beaucoup, souvent dans la journée. Mais surtout, toi, de ton côté, au niveau de Dubaï, est-ce que l'aspect réseau, est-ce que tu as eu l'impression que le fait de venir ici, ça a accéléré au niveau... Enfin, ça a peut-être pas encore accéléré, vu que ça fait pas encore extrêmement longtemps que tu es ici. Mais est-ce que tu as vraiment la sensation que ça peut vraiment faire exploser un business, même déjà en étant à un stade élevé, en étant déjà à un stade Je pense que ça élevé. dépend dans quel état d'esprit tu es. Mais si tu es dans cet état d'esprit-là, oui. Parce que c'est quand même plus facile d'approcher les gens et de les rencontrer ici. C'est clair. Tu sais, c'est tout bête, mais le fait qu'ici, tu as la sécurité, bah, tout le monde est cool, en fait. Je pense que tu as remarqué, mais tout le monde est détendu. Tu vas rencontrer n'importe qui, n'importe comment. C'est vrai que des fois, même tu es en Europe, t'as quelqu'un qui te propose un rendez-vous, tu sais pas trop, tu fais attention, tu prends tes précautions. Alors qu'à Dubaï, c'est vrai que voilà, ça c'est vrai que à ce niveau-là, t'es assez sécure. Ici, tu connectes facilement avec les gens. Moi, j'ai pas encore cherché à le faire, mais en tout cas, le peu de gens que je voulais voir et que j'ai rencontrés, ben c'était tranquille. Mais nous, quand on s'est rencontrés, ben ouais, c'est ça. En plus, ça se fait très naturellement ici, c'est ça qui est bien, et c'est ça qui est assez agréable. Un autre point que je voulais aborder avec toi, du coup, c'était, du coup, tu nous as expliqué ce que tu faisais avant, tu étais très avancé dans ces business-là. Et c'est vrai que maintenant, tu vends de la formation, c'est un sujet qui fait polémique, comme Dubaï, hein, c'est un sujet qui fait polémique. Tu vends de la formation, donc pourquoi partir vers ce business? Et qu'est-ce que ça peut vraiment apporter, quoi? En fait, pour moi, ce business, c'est un peu la continuité de ce que je faisais déjà avant. Tu vois, il n'y a rien vraiment de nouveau parce que dans mon réseau de CGP, j'ai commencé moi-même en tant que conseiller. Et puis après, ce que je faisais, justement, c'était de la formation. Donc, je recrutais les personnes, je leur apprenais toutes les bases, comment vendre, etc. Et en fait, j'ai construit mon réseau de distribution comme ça. Et après, je devais aussi les coacher. Bon, ce que tu connais, hein, c'est des commerciaux. Donc, des fois, ça va, des fois, ils vendent plus, des fois, ils vendent moins, etc. Donc, c'était déjà un truc que je faisais depuis plus de 10 ans. Et ce qui m'a fait passer vers... moi, c'est plus de l'accompagnement que de la formation pure, mais vers l'accompagnement en ligne. J'avais plein d'amis qui le faisaient. Et c'est vraiment l'aspect liberté géographique. Parce qu'avec mon réseau de CGP, vu que c'est des produits financiers, tu es bloqué dans certains pays, donc tu as des législations françaises et belges. Donc tu es obligé de rester sur place, tu es obligé d'être là pour les clients, etc. Enfin, il y avait plein de contraintes. Et là, en fait, vu que j'étais passé une autre phase de ma vie où je voulais pouvoir bouger, je ne pouvais plus en fait, faire ce métier-là à distance.
Donc, à un moment, il fallait une compétence qui est alignée avec ce que j'ai déjà fait avant. Et je pouvais aller dans quoi. Et j'ai vu justement qu'il y avait une opportunité. J'ai vu qu'il y avait une grosse demande sur un sujet que je fais. Je me suis dit, OK, ben, let's go, on fonce. On met les compétences dedans et on y va à fond, quoi. Ouais, carrément. En plus, ce qui est intéressant, c'est que on fait plus ou moins la même chose. Bon, moi, c'est dans le domaine du e-commerce, c'est vraiment très spécialisé e-commerce. Toi, c'est un petit peu plus global pour les gens qui veulent digitaliser. Donc, c'est assez différent. Mais ce qui est intéressant, c'est que, et peut-être que toi, tu as une raison à ce niveau-là. Moi aussi, je fais que de l'accompagnement plus que de la formation vidéo. Toi, pourquoi tu es parti plus sur un modèle d'accompagnement que sur un modèle de formation? Parce que moi, c'est d'un point de vue purement pédagogique. Ouais. Parce que la formation donne moins de résultats que l'accompagnement. Ouais, c'est juste ça. Ouais, je préfère alors avoir un ticket plus élevé, mais avoir plus de clients qualitatifs et plus de résultats que de faire une formation. Parce que c'est vrai que la formation, on le vend comme tu l'enregistres une fois et puis après tu le vends de manière indéfinie et tu n'as plus acheté ton temps contre de l'argent. Alors sur papier, c'est cool, mais si tu n'as pas de résultats derrière ou très peu, c'est plus embêtant. Et en fait, vu que je voyais vraiment le business comme du long terme, je me suis dit, autant avoir une contrainte en plus, mais avoir quelque chose de long terme et périn et qui donne des résultats, plutôt que d'avoir un truc, je sais que je vais tirer dessus pendant 1 ou 2 ans, voilà, et après c'est fini. Quoi. C'est intéressant. Mais je suis très d'accord avec toi, et moi dans le domaine du e-commerce, c'est vraiment quelque chose que je vois. La formation statique, ça fonctionne pas. Parce que la formation vidéo, ça fonctionne pas parce que c'est justement trop statique. Et vu que tout évolue très vite, tu vois, l'an dernier, par exemple, on a eu l'arrivée de l'IA, moi par exemple dans mon business. Et si j'avais eu une formation vidéo, derrière, soit tu la refais, mais en tout cas, tu peux pas vraiment être à jour effectivement sur tous les sujets. Et le problème, c'est que surtout, chaque business est différent. Et quand tu peux pas accompagner une personne, entre guillemets, de manière personnalisée, c'est très compliqué de lui faire obtenir des résultats. Donc, je suis assez d'accord avec toi. Moi, l'exemple que je donne toujours, c'est l'école. Si à l'école, on avait dit au début de l'année, tiens, voilà, il y a les cours de l'année, apprends-les de ton côté, rendez-vous dans 6 mois pour l'examen, qui réussit? Ouais, c'est ça. Les gens, ils ont besoin d'avoir le cours, d'avoir l'obligation d'être là, d'avoir le prof qui répond aux questions, d'avoir... L'apprentissage, il passe par le contact humain, tu vois. Ouais, je suis d'accord. De toute façon, je pense que l'aspect personnalisé, c'est ce qui fait la différence. Ouais, c'est ça. Parce que y a des gens qui ont besoin de beaucoup d'heures de travail sur certains sujets, d'autres beaucoup moins. Et donc, je suis d'accord que l'aspect personnalisé, c'est... Nous, c'est pour ça qu'on est parti sur ce modèle. Ça donne des résultats qui sont beaucoup plus intéressants. Tu vois. Et donc, à ce niveau-là, toi, de ton côté, parce que c'est vrai que la formation en ligne, en France, notamment sur le marché français, ça n'a pas une très bonne réputation. Marché français. Je vais y venir justement, parce que c'est quelque chose qui, aux US, par exemple, donc le marché du e-learning, c'est quelque chose qui est totalement normalisé, qui fonctionne très bien et qui donne de très bons résultats. Et toi, selon toi, pourquoi sur le marché francophone, y a la vente de formation a si mauvaise réputation, quoi? Moi, je dirais que c'est parce qu'au début, il n'y a pas eu les meilleurs ambassadeurs. Ouais, je suis assez d'accord. Ça veut dire que les personnes qui ont... En fait, par exemple, moi, je le vois aux US, parce que quand tu parles anglais, tu as accès à leur contenu et du coup, ça change tout. C'est les pionniers du e-learning aux US. Les noms, voilà, tu as compris. Niveau francophone, ce sont plus des gens qui ont cherché à faire des braquages quand même, tu vois. Et donc, du coup, ce sont les premiers représentants. Et du coup, les gens se basent sur eux. Et aussi, je pense aussi, il y a aussi beaucoup d'amalgame, de mélange. C'est-à-dire, moi, j'ai remarqué le français moyen, il n'est pas très éduqué niveau business. Et encore moins business en ligne parce que c'est quand même quelque chose de nouveau. Il est complètement déconnecté. Il mélange tout. Et du coup, dès qu'il voit une pub, par exemple, moi, j'ai déjà eu des commentaires sur mes publicités. Dès qu'il voit une pub, c'est une arnaque. Voilà, c'est pub, Dubaï, arnaque, tu vois. Ouais. Alors que, où, par exemple, je vais faire une publicité et la personne il va me dire en commentaire ouais, encore un gars qui veut vendre du rêve à des gamins de 18 ans pour les rendre millionnaires. Alors que mes clients, ils ont en moyenne entre 30 et 50 ans, tu vois. C'est des thérapeutes, des kinés, donc ça n'a rien à voir. Toi, mes clients, ça n'a vraiment rien à voir. Et en fait, tu vois vraiment que les gens, ils mélangent tout. Et en fait, vu qu'il y a un manque d'éducation, plus les premières personnes, les premiers acteurs sur le marché sont arrivés avec des offres un petit peu discutables, ça donne ce qu'on a maintenant. Ça donne Je suis assez d'accord, mais moi je trouve aussi que c'est un petit peu la faute des gens. Si, entre guillemets, et tu l'as dit, tu vois, que les gens n'étaient pas forcément éduqués niveau business, mais au-delà de l'aspect business, c'est même d'un aspect financier. Parce qu'effectivement, il y a eu plein d'arnaques dans la vente de formation, enfin d'arnaques, en tout cas de choses assez discutables, mais c'est aussi parce que les gens, j'ai l'impression qu'il y a aussi des gens qui ont donné à manger à des gens, enfin on leur a donné ce qu'ils voulaient. C'est-à-dire que les gens veulent de l'argent rapidement, facilement. Et il y a des mecs qui se sont dit je vais créer des offres où je vais promettre de l'argent rapidement moi, facilement, tu vois. J'ai une vidéo où je parle de ça, justement. Je parle des niveaux d'awareness pour les gens qui achètent des formations. Et en fait, il faut savoir que
les plus basiques, ceux qui se font le plus avoir, ils achètent la forme, même pas le fond. C'est-à-dire que eux, c'est argent rapide, Lamborghini, grosse montre, ils achètent. Mais après, par exemple, toi aujourd'hui, si tu achètes une formation ou un mastermind, des choses comme ça, tu vas regarder la valeur que la personne t'apporte. Tu vas pas regarder s'il a une grosse voiture ou combien de montres il a, etc. Et d'un côté aussi, ces personnes-là, comme tu as dit, ils sont aussi responsables parce qu'ils n'ont pas cherché à apprendre comment consommer. Comment choisir un prof, en fait, entre guillemets. Et tu choisis sur les bases des compétences et ce qu'il t'apporte, mais pas sur son lifestyle. Aujourd'hui, quelqu'un qui te montre du lifestyle, juste du lifestyle, attention, parce que lifestyle, tu peux avoir ça, plus de la valeur. Mais que du lifestyle, et que tu es convaincu que par du lifestyle sans voir la valeur, c'est toi le problème. Ouais, je suis assez d'accord. Et ça, je le dis tout le temps, parce que c'est vrai que quand tu regardes un petit peu le marché, tu as quand même deux types de vendeurs de formation. T'as celui qui va faire effectivement que du lifestyle et qui donc généralement, et je mets personne dans, enfin tu vois, je cible personne, je mets de cible sur personne, mais généralement celui qui va faire que du lifestyle, moi je le dis tout le temps, si un mec il est toute la journée à la piscine, il est toute la journée ou alors tout le temps en vacances, tout le temps en train de faire des courses de voiture, pose-toi la question de comment est-ce qu'il gagne son argent, est-ce que c'est pas ça le produit, est-ce que c'est pas ça le marketing, et ça généralement tu fonces droit dans le mur, tu vois, généralement. Mais c'est vrai que quand tu regardes le marché global, les gens ont tendance à rechercher ça, tu vois. Je vois il y a certains business, tu vois, type les business dans le trading, etc. Il y a des très bons trucs dans le trading, comme des trucs un petit peu plus discutables. Oui, bien sûr. Et les gens, ils vont, tu vois. Ils se disent, OK, je vais mettre 300 balles pour faire 100 000 euros très rapidement, très facilement. Ils perdent leur argent et après, ils disent, tout le monde, ils généralisent le marché comme... Mais aussi, le problème, c'est que les gens viennent aussi dans les formations pour les mauvaises raisons. C'est-à-dire qu'une formation, tu ne vas pas pour acheter un résultat. Si tu vas faire une formation pour te dire je vais faire ça pour faire 100 000 euros, on va te vendre quelque chose de facile. En fait, le but de la formation, normalement, c'est d'acquérir les compétences pour créer l'argent derrière. Si tu vas chercher les compétences, tu ne vas pas te faire avoir par un marketing Lamborghini ou autre, parce que tu vas dire, ok, je vois, tu gagnes bien ta vie, que c'est formidable, mais qu'est-ce que tu vas m'apporter? Tu vas m'apprendre quoi, tu vois? Techniquement parlant, on va faire quoi concrètement? Si tu poses cette question-là, tu peux pas te faire avoir par la personne. Enfin, tu vois, c'est pour ça que d'un côté, c'est un mélange des deux. Tu vois, il y a vraiment, il y a les acteurs. En fait, comment je vois la chose, je vais dire, ça peut-être paraître pour une dinguerie, mais en gros, pour moi, comment je vois le monde, c'est il y a toujours des bonnes et des mauvaises choses. C'est à toi d'apprendre à ne pas consommer les mauvaises choses. Tout comme, par exemple, on vend l'alcool partout. Si tu bois trop d'alcool, tu vas finir bourré, mauvais pour la santé. Les cigarettes, on en vend partout. Si tu fumes ou tu fumes pas. Les drogues, tu peux en acheter partout. Tu prends ou tu prends pas. Et pour moi, le mauvais marketing, c'est pareil. Il est partout. À toi de l'acheter ou pas l'acheter, tu vois. Ouais, je suis assez d'accord. De toute façon, quand tu te fais... Moi, et ça, c'est pareil. Ça va peut-être être mal pris. Mais quand tu te fais arnaquer, c'est de ta faute. Parce que des arnaqueurs, il y en aura toujours. C'est ça. Il y en aura toujours. Mais par contre, c'est vrai qu'il ne faut pas généraliser le marché. Il ne faut pas généraliser ce domaine de la vente de formation, la vente de coaching, etc. Et je suis assez d'accord avec toi. Voilà, c'est kiff-kiff. Et surtout que c'est un business qui est dur. C'est extrêmement dur. Compte, ceux qui pensent que tu vends des formations et tu fais de l'argent, mais créez votre formation. Moi, je veux voir, parce que... Ça, je suis assez d'accord. Ça, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis. Les gens ne voient pas cet aspect-là. C'est pas un business facile. C'est très intéressant ce que tu dis parce que moi, tu vois, j'ai fait du e-commerce. Je fais toujours du e-commerce et en parallèle, je vends de la formation et de l'accompagnement, enfin surtout de l'accompagnement. Et c'est vrai qu'en termes de process, de niveau de process et de niveau de difficulté, c'est loin d'être plus facile. C'est vraiment loin d'être plus facile. Et les gens se disent que des fois, tu vends de la formation parce que c'est facile et que tu fais de l'argent facilement, mais non. Non, c'est parce que... C'est un business très complexe. C'est vrai que c'est un business qui est rentable, avec un bon cash flow, etc. C'est pour ça que tout le monde le fait. Moi, je le cache pas, je le prône même. Mais faut pas croire que c'est facile, parce que c'est pas facile. Non, ça, je suis 100% d'accord avec toi. Et c'est vrai que ça, c'est une vraie fausse croyance. Une vraie fausse croyance des gens. Et du coup, pour rester un petit peu, tu vois, dans le même sujet, au niveau de la formation, au niveau de tout ce qui est accompagnement, parce que c'est ce que tu fais. Toi, selon toi, et moi j'ai une petite idée de la réponse, mais selon toi, à l'heure actuelle, ça va être quoi le meilleur moyen pour vendre son expertise en ligne? Le meilleur moyen, ça va être de l'accompagnement, c'est sûr. Après, la source, tu veux dire qu'est-ce que... Au niveau de la source de trafic, au niveau de la source d'acquisition. Source d'acquisition, pour moi, c'est l'organique en premier temps. Et après la ads. Pourquoi l'organique en premier temps? Parce que faut qu'on te connaisse, faut qu'on comprenne comment tu penses, faut qu'on te fasse confiance, faut que tu montes tes skills, etc. Et en fait, les ads, elles vont t'amener le trafic, mais le trafic qui vient avec les pubs, ils vont quand même regarder ton organique pour voir si t'es légitime, en fait. Donc, en fait, l'organique va légitimiser tes ads pour avoir un trafic qui va être complet. Donc, moi, je dirais commencer par l'organique et ensuite avec les pubs.
Ouais, je suis assez d'accord. Et c'est vrai que. Et même ça peut aussi fonctionner, tu vois, dans mon domaine, dans le e-commerce, d'un point de vue vraiment e-commerce, vente de produits. Généralement, moi, ce que je dis, tu vois, c'est que si tu as quelque chose qui fonctionne en organique, il devrait fonctionner en ads. C'est ça. C'est si naturellement les gens sont intéressés par ce que tu dis, sont intéressés par ce que tu as apporté, bah, quand tu vas payer donc une source de trafic, Meta, Google, TikTok, etc., YouTube, etc., bah, forcément, ça va pas forcément fonctionner, mais en tout cas, tu as quand même une certaine assurance de tes résultats derrière. Donc, je suis assez d'accord. Après, les ads, pourquoi moi j'aime bien commencer avec l'organique? C'est parce que moi, je l'ai remarqué même dans mon business, les ads, ce qui est hyper important, c'est l'angle que tu vas prendre. C'est-à-dire que par exemple, moi, j'ai un produit, mais je peux faire 6 ads différentes avec 6 angles différents et je vais voir quel angle fonctionne le mieux. Et le meilleur moyen de connaître les bons angles, c'est l'organique à la base. Parce que via l'organique, en fait, tu as les retours clients. Tu vois pourquoi tes clients viennent. Tu vois ce qui marche au niveau de ton look, au niveau de ta forme. Et après, tu passes ça en ads, quoi. Parce que quand tu te lances vraiment en ads sans rien connaître, sans avoir de data, tu peux facilement brûler 10 000 euros comme ça, 5 000 comme ça, hein, ça va très vite. Donc, non, de toute façon, oui. si tu mets des gros budgets... On te laissera toujours dépenser. Hein, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Mais ouais, je suis bien d'accord avec toi à ce niveau-là. C'est vrai que l'organique te permet vraiment de trouver le format. Te permet de trouver ce qui plaît aux gens et comment les gens, parce que et surtout quand tu mets ta tête, tu vois, sur internet, en fonction de quitter ta manière de parler, de ta manière de t'exprimer, tu as certains formats qui vont mieux aller pour toi que pour d'autres. Donc c'est vrai que je suis assez d'accord, faut tester pas mal de trucs pour voir ce qui répond, et ça revient aussi un petit peu, moi, tu vois, ce que je fais en e-commerce, où tu peux avoir un produit. Et des fois, en fonction du format, ça va être du statique qui va fonctionner, des fois de la vidéo, des fois de l'UGC. Et ça va dépendre aussi du produit, tu vois. Donc, ça se rejoint aussi un petit peu. Moi, j'ai eu le cas là récemment. Hein. J'ai tourné 5 pubs. Et la dernière que je fais, je me dis, vas-y, je vais la faire en freestyle. Donc, je fais selfie et je parle. Et celle qui cartonne le plus. Ouais, généralement, de toute façon, les gens veulent du naturel. Les gens veulent du naturel, veulent des trucs assez spontanés. En plus, là, tu vois, avant de commencer cette vidéo, toi, tu as tourné un petit Reels direct. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir un peu cette manière de travailler, parce que du coup, c'est très spontané et ça apporte de la vraie valeur. On voit que c'est pas calculé. Et je pense que les gens peuvent le ressentir aussi, tu vois, dans le contenu derrière. Donc, c'est vrai que ça, c'est intéressant aussi. Là, on vient d'arriver, tu vois, en 2025. Donc, on est en début d'année. D'ailleurs, c'est mon premier podcast de l'année. Enfin, en tout cas, premier format à deux. Et ça m'intéresse de savoir un petit peu, toi, de ton côté, vu que tu as quand même une certaine expérience, quelles sont les opportunités, tu vois, en 2025, et sur quoi va falloir se positionner, tu vois, pour arriver à réussir à cartonner en ligne et avoir des résultats. Moi, de ce que je vois, après, bon, j'ai pas la vision universelle de tout le marché, hein, mais je vois d'office le e-learning, l'accompagnement, le coaching. C'est pour ça que je suis dedans. Je pense qu'aujourd'hui, dans la société, il y a plein de choses qui se passent et qui font que les gens ont besoin, justement, de se faire coacher ou d'apprendre. Et surtout aussi, il y a eu un gros transfert d'autorité, tu vois. C'est-à-dire qu'avant, les gens ne voulaient pas apprendre de monsieur, madame, tout le monde, et maintenant, c'est devenu l'inverse. C'est-à-dire que les gens veulent apprendre de monsieur, madame, tout le monde, ils veulent des gens qui leur ressemblent, à qui ils ont la proximité. Ça, c'est une grosse opportunité pour des personnes qui ont des choses à faire valoir, puisque que ce soit enseigner une langue, que ce soit de la psychologie, que ce soit du développement personnel, enfin, il y a plein de choses. Mais le fait de passer en direct avec le client via Internet, ça, je pense que c'est une grosse révolution et qu'il faut en profiter, parce que ce ne sera pas éternel. Enfin, les plus gros acteurs, une fois qu'ils seront placés, il n'y aura plus beaucoup de marché. Et sinon, je vois l'IA d'office. Ça, de toute façon, moi, je l'ai dit, je l'annonce là, mais le contenu, moi, cette année, ça va être très tourné intelligence artificielle. L'an dernier, c'était un petit peu une année où on découvrait un petit peu tous. Là, par contre, il va falloir être au point, parce que ça fait des vraies différences en termes de productivité. C'est vrai que, quel que soit le business, moi, je le vois dans le e-commerce, maintenant, c'est nécessaire d'intégrer de l'intelligence artificielle, sinon tu te fais bouffer par tes concurrents. Bien sûr. Et donc, ouais, c'est vrai qu'être en place à ce niveau-là, c'est super important. Ça va hyper vite, il faut toujours rester à jour. C'est ça qui est un petit peu embêtant. Mais bon, si tu arrives à rester à jour, pour moi, l'IA, il y a vraiment quelque chose à faire. Et aussi, là, il y a un gros push sur la personal brand. Personal brand, tout le monde en parle, ça devient un peu le mot du moment. Je pense que ce qui a vraiment aidé, c'est le fait qu'aujourd'hui, les algorithmes sont beaucoup plus souples. Insta, déjà, pour commencer, moi je le vois avec les élèves que j'accompagne, quand ils créent des Insta, ils ont vite de la viralité quand même. Ça peut aller très vite. Ouais, maintenant ça va vite. Ça peut aller très, très vite. Et surtout YouTube. YouTube, avant, quand tu étais petit, tes vidéos, elles faisaient 0 vues, rien du tout. Maintenant, je le vois dans mon feed, on me propose des vidéos qui ont fait 500 vues. Les gens, ils ont 500 abonnés, on propose leurs vidéos. Donc YouTube, aujourd'hui,
pourquoi c'est intéressant de saisir cette opportunité-là, parce que tu peux te faire une audience très qualifiée, petite, parce que le problème, c'est que la plupart des gens, quand ils vont sur Internet, ils veulent être le plus gros, avoir 1 million d'abonnés, etc. Alors qu'en fait, tu peux avoir 5000 abonnés qualifiés et faire des bonnes ventes tous les mois et faire tes plusieurs milliers d'euros tranquilles. Et donc, je pense que, par exemple, YouTube, c'est un bon moyen d'avoir une audience qualifiée maintenant, avec l'algorithme comme il est maintenant, et d'en profiter pour vraiment fidéliser une clientèle et montrer tes skills et avoir des gens qui suivent ce que tu fais et qui s'intéressent à ce que tu fais, quoi. Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis sur YouTube, parce que c'est vrai que moi, je le vis des deux côtés. Donc, sur ma partie personal brand pour le business, effectivement, d'accompagnement, où on va également pousser, tu vois, sur YouTube cette année, mais aussi sur la partie e-commerce, tu vois. C'est vrai que c'est une source de trafic qui est un petit peu délaissée. Et c'est vrai que tout ce qui est collaboration YouTube, YouTube Short, qui est ultra performant, même pour de la vente de produits e-commerce, tu vois, c'est des trucs qui fonctionnent très bien et qui est totalement délaissé. Nous, on a fait pas mal de tests dessus et c'est vrai qu'on a d'excellents résultats. Et c'est vrai que YouTube, je sais pas comment dire, c'est un peu sous-coté. C'est un peu sous-coté, ou en tout cas, je trouve que c'est une plateforme qui fait peur un petit peu. Tu te dis... je vais jamais y arriver sur YouTube. En fait, YouTube, c'est un autre game que faire un réel d'une minute. Ouais, c'est un autre jeu. C'est ça, en fait, c'est que YouTube, c'est, voilà, tu vas commencer à parler pendant 10-15 minutes. Faut avoir un vrai truc à dire. Voilà, faut avoir des choses à dire. Généralement, YouTube, c'est là où ça fait le tri. Voilà, mais c'est vrai. Parce que tu vois, sur du Reels, n'importe qui peut raconter n'importe quoi pendant 30 secondes. Mais c'est vrai que faire une vidéo de 30 minutes où tu apportes de la valeur et que tu gardes les gens, faut quand même savoir à peu près de quoi tu parles. C'est pour ça que quand on en parlait au début de la vidéo, regarder qui apporte quelle valeur et de quelle manière, c'est vrai que le format long, c'est quand même un gros indicateur pour connaître un peu la fiabilité de quelqu'un et son expertise, quoi. Moi, mon YouTube, c'est que ça, quasiment. Au début, j'ai voulu... parce que tu vois, au début, je connaissais pas YouTube. Donc, tu regardes les plus gros acteurs, tu vois des vidéos hyper montées, des motion design 3D, etc. Tu veux faire la même chose avec des lights derrière, tout la totale. Et en fait, je me suis rendu compte que ça marchait. Mais une fois, j'ai fait une vidéo, j'étais en vacances, j'avais pas de setup, j'ai dit, OK, je vais faire une vidéo à l'arrache. Et elle a cartonné. Et en fait, du coup, maintenant, je fais que des vidéos comme ça, donc je prends le micro et je parle. Et je développe des points, etc. Et ça marche très bien. En post-prod, il n'y a pas de boulot, c'est que des cuts vite fait. Et puis en plus, comme je déroule facilement, il n'y a pas beaucoup de cuts. Et puis ça marche très bien comme ça. Mais je pense que YouTube, c'est un très gros tri. Et pour tous les gens qui veulent exister dans le long terme, allez sur YouTube, parce que la concurrence, elle vient beaucoup sur Insta, parce que c'est facile. Mais sur YouTube, c'est un vrai filtre. Comme tu as dit, c'est un très gros filtre. Ouais, c'est... En plus, comme tu le disais, c'est dur, YouTube. Ouais, YouTube, les gens ne se rendent pas compte. C'est vraiment très, très dur de tenir une cadence sur YouTube, d'avoir des sujets à dire, des trucs à dire. Et c'est vrai que faire une vidéo de 10, 15, 20, 30, 40 minutes, solo, par exemple, devant une caméra, faut quand même avoir des trucs à dire. Et ça, des fois, les gens ne se rendent pas forcément compte une fois que c'est monté, etc. Mes premières vidéos, c'est simple. Pour avoir une demi-heure de YouTube, c'est 2 heures de tournage. Ouais, c'est à peu près ça. C'était ça au début. Maintenant, c'est fini. Maintenant, c'est quasiment le même temps. Maintenant, si je veux 45 minutes de vidéo, c'est 1 heure de tournage, on enlève 2-3 trucs et puis basta. Mais au tout début, c'était une épreuve. Hein. Ouais, mais moi, ça a été pareil. Les 2-3 premières vidéos que j'ai faites, ça a mis j'ai mis du temps à les tourner. C'est vrai que je vais de plus en plus vite, mais je suis quand même pas encore à 30 minutes pour 30 minutes. Il y a quand même du cut. Après, forcément, vu que j'ai beaucoup de démonstrations. Voilà, après, c'est différent. Écran, c'est différent. C'est pour ça. C'est ton format, il est plus exigeant. J'ai un format qui me demande vraiment d'avoir l'ordi à côté et de faire de la démo, donc ça prend plus de temps. Mais c'est vrai que c'est dur. C'est très, très dur. Mais par contre, c'est vrai que derrière, ça donne de vrais résultats. Et même pour les gens, moi je le vois, tu vois, les retours des gens qui suivent vraiment, qui vraiment prennent la valeur qu'il y a. Sur YouTube, il y a déjà beaucoup de valeur. Et c'est vrai qu'on parlait des formations, de l'e-learning, etc. Mais déjà, moi je le dis tout le temps aux gens, quand ils n'ont aucune expérience, aucune expertise, qu'ils n'ont aucune compétence, entre guillemets, dans un domaine. YouTube et déjà, c'est ça, va sur YouTube. Passe quelques heures, quelques dizaines d'heures sur YouTube et déjà va apprendre les bases, parce qu'il y a pour à peu près tous les business déjà toutes les bases sur YouTube. Donc c'est vraiment un outil à utiliser, que ce soit en tant que créateur ou même en tant que personne qui veut se lancer dans le e-commerce, dans le coaching, dans n'importe quoi. C'est un outil à utiliser pour la connaissance et pour la formation. Hein. Et ça, c'est assez négligé, je trouve, à des moments par certaines personnes. Non, YouTube, pour moi, c'est vraiment une bonne source d'information. Après, certains l'ont juste utilisé pour des choses différentes, mais marketing, ouais, ça dépend ce que tu regardes sur YouTube, hein, parce que tu peux aussi te perdre. Tu peux vite tomber dans le lifestyle, etc. Et tu regardes des gens, comme ils vivent, je veux la même vie, ouais, c'est bien, mais
Maintenant, il faut savoir comment arriver à cette vie-là et il faut des vidéos qui t'apprennent comment gagner de l'argent, pas regarder les autres. Et ça va être technique. C'est moins drôle. Il y a moins de dopamine dedans. En fait, c'est ça, c'est moins excitant. C'est vrai que c'est toujours plus agréable de regarder un vlog sur des vacances qu'un truc où on va t'expliquer comment optimiser ton ROI. Mais pour aller en vacances, il faut optimiser le ROI. Tu vois. Donc, c'est ça, tu vois, le problème. Donc, et donc, il faut arriver à faire les deux. Après, c'est aussi bien des fois s'inspirer, d'aller regarder un petit peu. D'aller regarder un petit peu ce qui est possible de faire. Prendre un peu de motivation. C'est ça, mais il faut trouver la bonne balance. Je suis assez d'accord avec toi sur ça. Un autre point, tu vois, que je voulais aborder, moi, je connais un petit peu le business en ligne. Ça commence à faire un moment que j'y suis aussi. Toi, ça fait bien plus longtemps que moi que tu es dans le business, même de manière générale. Il y a un truc qui est certain. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, c'est obligatoire. Ça, tout le monde. Ça, c'est dans tous les business. Est-ce que toi, tu as des exemples de choses, enfin en tout cas d'événements qui se sont passés dans un de tes business où tu as eu vraiment une période très compliquée et comment tu as géré ça? Dans ma carrière, j'ai eu quand même pas mal de fois. Il y a une fois, on travaillait avec une compagnie qui s'arrêtait du jour au lendemain. Donc, tu apprends via la presse que les produits que vous vendez avec eux, c'est fini. Et tu l'apprends via la presse avant même qu'ils te le disent eux officiellement. Donc, tu n'as plus de produits. Voilà, donc du jour au lendemain, c'est fini. Voilà. Et là, c'est danger puisque tu as tes collaborateurs qui peuvent se dire « Ok, je vais travailler à la concurrence, je vais aller ailleurs, etc. » Il faut trouver les gens, il faut les garder, etc. Donc, j'ai déjà eu ça. Sinon, j'ai déjà vu aussi beaucoup de... En fait, j'ai déjà vu beaucoup de choses aussi autour de moi. Parce que ça fait quand même un bon moment que je connais des gens qui gagnent bien leur vie et que je voyage et que je côtoie des personnes. Et c'est vrai que des fois, tu vois les personnes pendant 1 ou 2 ans, ça va, puis tu les vois plus. Puis il t'apprend quelqu'un qui était à un certain niveau, puis maintenant il n'y est plus, etc. Et en fait, ce que je retiens de tout ça, c'est que le succès, comme on le dit, tu vois, parce que des fois, les gens, ils voient, tu as une belle voiture, tu as réussi ta vie. Pour moi, tu n'as pas réussi, c'est une location, en fait. C'est-à-dire que, tu vois, là, beaucoup de gens voient le succès, surtout ceux qui n'ont jamais créé de business, ils voient le succès comme une acquisition. C'est maintenant, tu as réussi, tu vois, tu as acheté le succès, il est à toi. Alors que moi, je vois comme une location, c'est-à-dire que tu as réussi maintenant, mais si tu ne continues pas à payer ton loyer, ça peut partir à tout moment, tu vois. Quel que soit le stade, en plus. Voilà. C'est assez impressionnant. Voilà. Moi, j'ai vu des grosses chutes et on se dit que, tu vois, il y a des gens qui se disent « Ah, attends, j'arrête. » Non, mais... Et ça n'existe pas parce que le niveau de vie, il augmente. Et derrière, il faut arriver à tenir et donc il faut toujours qu'il y ait de l'argent. Et comme tu as très bien dit, en fait, pour moi, plus tu évolues, plus tu tombes vite. C'est vrai que des fois, on ne comprend pas, on entend qu'un multimillionnaire qui avait telle boîte, il est à la rue, etc. Déjà, il y a l'ego, tu vois. C'est-à-dire que, en fait, quand tu crées plus d'argent, que tu évolues, ta faculté à créer de l'argent, elle augmente. Donc, ta valeur de l'argent, elle diminue. Je prends un exemple. Toi, aujourd'hui, si je prends Eric quand tu avais 19 ans, si je te dis gagner 1 000 €, ça représente un mois de travail. Tu dis, c'est beaucoup d'argent. Aujourd'hui, 1 000 €, tu peux dire, ouais, mais je peux les faire en une journée. Donc, ça n'a pas la même valeur. Donc, si demain, on te propose un truc, on dit, Eric, faut investir 20 000 €. Tu te dis, 20 000 €, c'est pas beaucoup. Alors qu'avant, tu n'aurais jamais mis 20 000 € comme ça. 20 000 €, c'était déjà... Voilà. Et en fait, en fait, ta notion de l'argent, elle diminue. Donc, tu prends des risques beaucoup plus élevés parce que ta faculté à créer de l'argent, elle augmente. Mais le problème, c'est que quand ça chute, ça va encore plus vite, en fait. C'est ça, exactement. C'est vraiment des dominos. Et ça, les gens, effectivement, ils le voient pas. Et des fois, je vois des gens, tu vois, qui vont avoir un jugement, qui vont dire « Ah ouais, mais lui, il avait tant de millions, il a tout cramé. » Voilà, c'est ça, ouais. Et c'est vrai que ça, les gens le voient pas forcément. Tu peux pas comprendre tant que tu fais pas cet argent-là, en fait. Je suis très d'accord parce que quand tout part en effet domino, quand tout dégringole, en fait, ça va très vite. Et c'est des leviers, en fait, tout est proportionnel. Et donc, tu peux chuter en... Et tu sais ce qu'on m'a toujours dit, hein, les gens qui donnent les meilleurs conseils sur l'argent, c'est ceux qui n'en ont pas. Parce que comme ils n'en ont pas, ils ne savent pas c'est quoi les problèmes. C'est facile d'être chez toi, tu n'as pas d'argent et tu dis « Oh, mais regarde cet idiot là. » Par exemple l'exemple de Benjamin Castaldi qui avait brûlé tout son argent. Là. Les gens disent « Ouais, mais il est trop con, il avait autant de voitures, ça ne sert à rien, etc. » Parce que tu n'as pas l'argent. Et en fait, les gens ne se rendent pas compte, c'est que l'argent, ça révèle beaucoup de choses. Ton ego, si tu as de l'insécurité, si tu as un goût du risque, toutes ces choses-là, l'argent va l'amplifier en fait. Voilà. L'argent va l'amplifier et quand tu n'as pas d'argent, tu ne te connais pas en fait. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai remarqué avec le temps, c'est tant que tu n'as pas l'argent sur ton compte, tu crois que tu te connais, mais tu ne te connais pas. Je suis d'accord avec toi sur le fait que effectivement l'argent, ça amplifie tout. Et tu vois, y a des gens, au niveau des vices, on a tous, quel qu'il soit, tu vois, des vices. Et c'est vrai qu'en fonction du niveau d'argent que tu vas avoir, tu te rends compte qu'au fur et à mesure, ça amplifie. Et des fois, en fonction de ce vice, des fois, ça peut être positif, des fois, ça peut être négatif. Mais en fonction, ça peut devenir très dangereux.
Et il faut faire attention, effectivement, surtout sur les business en ligne où ça peut aller très vite. Moi, je le vois avec le e-commerce, ça a été très vite. En quelques mois, tu commences à passer de pas avoir d'argent ou alors parler en 1000, 2000, 3000 euros à avoir à gérer des chiffres d'affaires à 100, 200, 300, 500 000 euros. Et là, il faut faire attention. Là, c'est vraiment le moment où faire attention parce que tu te dis, vu que tu n'es pas habitué, que vas-y, c'est bon, là, je fais de l'argent, c'est bon. Sauf que ça s'arrête très vite et tu retombes très, très vite. Et tu fais des testings avec des gros montants parce que tu te dis, de toute façon, c'est pas beaucoup d'argent, je vais le refaire le lendemain, etc. Et quand le lendemain, tu le refais pas, c'est compliqué, enfin. Ouais. Moi, en tout cas, un truc que j'ai vraiment vu dans ma vie, dans ma carrière avec l'argent, c'est ça. C'est jamais prendre pour acquis, faire attention à l'ego. Et tant que tu n'as pas d'argent, tu ne sais pas vraiment comment tu es, comment tu réagirais, ou si tu mettrais de côté, ou si tu dépenserais dans ci ou dans ça ou pas, etc. Tant que tu ne l'as pas sur ton compte, tu ne sais pas. Moi, c'est vrai que pour les personnes qui commencent à avoir leurs premiers résultats, je leur conseille toujours d'être très prudent au début. À chaque fois qu'on a un élève qui pète, qui commence à faire des gros CA, je dis calme-toi. Tu sais, moi, avec les élèves, au bout d'un moment, tu commences à nouer des liens entre guillemets, à force de parler, etc. Ils commencent à te dire là, je vais aller en vacances, là, je vais faire ci, je vais faire ça. Je dis attends un petit peu. Attends un petit peu parce que là, ok, ça tourne. Je te souhaite que ça continue, mais c'est pas sûr. Donc, attends un petit peu. Et quand à un moment, ça va peut-être ralentir ou peut-être tu vas vouloir faire autre chose, là, tu feras un point et tu pourras prendre des décisions avec ton argent. Mais au début, c'est vrai qu'il faut faire très attention. Tu te crames très, très vite. Ça peut bouger tellement vite. Moi, je rappelle aussi, quand il y a eu le Covid, tous mes conseillers bloqués, plus de visites physiques, etc. Bon, on est passé en digital, mais ça a pris quand même un certain temps pour faire le switch. Moi, c'est vrai qu'en e-commerce, ça a été le contraire. Voilà, le Covid, c'était génial. Moi, en fait, au début, c'était le bordel. Pendant, je dirais, 1 mois et demi, 2 mois, le temps de faire la transition max. Et puis après, c'était le feu. Parce que du coup, en fait, on est passé en digital, donc fini les embouteillages, tu peux t'enchaîner les clients. Donc en fait, après, on avait plus de résultats. Mais au tout début, c'était problématique. Au final, le Covid, ça a quand même fait évoluer pas mal de business. Bien sûr, bien sûr. En réalité, ça a digitalisé ce que toi, tu fais maintenant à l'heure actuelle pour les gens. Avec les avant gens. le Covid, je n'aurais pas pu faire ce que je fais maintenant comme business. De coaching, là, j'aurais pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu normal pour les gens d'avoir une réunion, d'avoir une formation, d'avoir quelque chose sur Zoom, alors qu'avant, c'était quelque chose d'impensable. Ouais, je suis d'accord avec ça. Donc, je suis d'accord avec ça, ça a fait évoluer beaucoup de choses. Et moi, je le ressens aussi en e-commerce parce que avant, acheter certaines choses sur Internet, ça n'existait pas, c'était pas possible. Maintenant, c'est devenu... Et maintenant, tout le monde achète de tout et n'importe quoi sur Internet. Tu fais tes courses sur Internet, tout le monde a confiance. Et ça a fait exploser ce business aussi. Hein. Donc, parce que quand on regarde vraiment l'historique, moi, je parle pas forcément que du dropshipping, mais vraiment du e-commerce. Le pic, il est vraiment au Covid. Et c'est à partir de là que ça s'est vraiment envolé. Même les sociétés comme Amazon, c'est vraiment là où, au niveau même de la capitalisation, tu le vois, ça a explosé vraiment à ce moment-là. Donc, il n'y a pas eu que du négatif. Les gens qui ont réussi à se digitaliser et à rester à la page, parce qu'on le disait, faut savoir évoluer. Il faut rester mobile. C'est ça. Rester mobile, il faut s'adapter à chaque fois aux changements. Et pareil, il faut rester alerte. C'est-à-dire qu'un événement comme ça arrive, si tu es en mode ma réussite elle est acquise, j'ai réussi ma vie, ça tourne tout seul, t'es mort. Si tu es en mode adaptation, tu dis ok, il se passe quelque chose, il faut que je regarde comment je peux adapter, etc. etc. En fait, sur la même chose, c'est que le business, c'est jamais figé. En fait, il faut toujours rester alerte et te dire que mais ça marche aujourd'hui, il peut se passer quelque chose et savoir ce qui se passe. J'irais même plus, il va se passer quelque chose. J'irais même plus ça, tu vois, parce que tu dois toujours avoir... En fait, ceux qui réussissent, c'est quand tu as toujours le petit coup d'avance. Il n'y a pas besoin d'être un génie, il n'y a pas besoin de prédire l'avenir. Mais avoir un petit coup d'avance, c'est anticiper un petit peu, regarder ce qui se passe autour. Tu vois, là, on l'a vu avec les cryptos. Là, en ce moment, c'est un peu compliqué. Il y a eu Trump qui est arrivé, qui fait un peu le bordel. Et tu vois, ça, c'est des trucs qu'il faut avoir des petits coups d'avance parce que là, j'ai des potes qui ont pris cher là, récemment sur la crypto. J'espère que ça va remonter. Mais ouais, c'est vrai que dans plein de domaines, dans tous les domaines, je trouve que c'est cette faculté à avoir ce petit coup d'avance qui te permet pas forcément de faire du résultat, mais surtout de perdurer. Donc je suis assez et aussi, c'est aussi un truc aussi que j'ai appris avec le temps aussi, c'est que c'est important que ton argent dépende de tes skills, pas d'un marché ou des choses comme ça, et que tu gardes ta capacité à créer de l'argent. Par exemple, il y a des gens, en fait, par exemple, toi en e-com, ils vont faire du e-com, ça va marcher, et puis à un moment, ils vont se déconnecter du e-com. Mais les boutiques, elles tournent toujours, tu vois. Mais ils sont plus trop dedans, mais ça tourne toujours. Et puis le jour où que ça va plus et qu'il faut se remettre dedans, en fait, le marché, il a changé, ils sont plus dans le coup, etc. Et en fait, c'est plus... L'argent, ça vient, ça part. Mais si tu sais toujours en créer, si tu es toujours dans le coup,
tu auras peut-être 2, 3, 4 mois un peu compliqués, mais tu vas te relancer, tu vas faire de l'argent dans d'autres choses, tu vois. Ouais. Mais je pense que ta faculté à créer de l'argent, à être conscient du marché, à savoir ce qui se passe, c'est le plus important, tu vois. Ouais, je suis très, très d'accord avec ça. Et moi, c'est toujours quelque chose que je conseille, c'est il faut avoir une compétence. Et c'est pour ça que les trucs de copier-coller, les trucs de done for you, entre guillemets, selon moi, ça ne sert à rien parce que de toute façon, tu n'auras aucune compétence. Ouais, tu vas faire ton coup de cash, tu vas faire 10, 15, 20, même si tu fais 100, 200 000 euros, mais derrière, ça va partir. Ça va partir. Et je le vois, moi, les gens qui, à long terme, font le plus d'argent, c'est des gens qui savent vraiment faire quelque chose. Ils ont vraiment une compétence, ils ont vraiment une expertise dans quelque chose. Et je suis assez d'accord avec ça. Il faut, au-delà du fait de faire de l'argent, il faut savoir pourquoi tu le fais, comment tu le fais. Et si jamais ce que tu fais là tout de suite ne fonctionne pas, comment tu vas réussir à en refaire après. Donc je suis très d'accord avec ça. Bon, c'est vrai que tu vois, et ça, c'est un truc qui revient pas mal. Donc, c'est vrai qu'on parle toujours des 100 cas par mois, des 50 cas par mois. Enfin, tu vois, il y a des espèces de steps qui ont été un petit peu inventés sur les réseaux, etc. Mais à quel prix, tu vois? Par exemple, faire plus de 100 cas par mois, plus de 150 cas par mois, tu le sais, je le sais. Et c'est derrière une grosse pression, c'est derrière vraiment des sacrifices. Et est-ce que, moi, de ton expérience, vu que tu accompagnes vraiment des gens à aller vers ce genre de résultats, moi, c'est pareil. Est-ce que, selon toi, tout le monde est fait pour ça? Clairement non. Ouais. Clairement non, parce que en fait, il y a un prix à payer derrière. Et aussi, ton travail aussi, il évolue. Tu vois, par exemple, moi, dans le coaching, de toute façon, tu le sais aussi pareil, quand tu fais ton coaching au début en high-ticket, tu prends tes 2-3 clients, en fait, tu peux avoir un bon revenu, tu les accompagnes, tu as le nez sur le terrain et puis c'est parfait. Dès que tu veux scaler à 100K, tu as des coachs qui t'aident, tu as un écosystème, tu as des ads, tu as une équipe média. Voilà, tu as des coûts fixes. Donc en fait, ton travail, il évolue. C'est plus du coaching, tu deviens un chef d'entreprise en fait. Et toute la pression revient sur toi. Il faut gérer les budgets, il faut prendre des décisions stratégiques, il faut prendre la décision de virer les gens, par exemple. Ça, c'est un truc que les gens n'aiment pas faire. Moi, j'ai remarqué dans les gens que j'accompagne. Ou d'embaucher les gens aussi. Tu vois. Et en fait, le métier, il change totalement. Et tout le monde ne veut pas ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, franchement, moi, après, j'ai tout. J'ai même des mères de famille, etc. Il y en a, ils me disent, voilà, Julien, écoute, moi, je fais mes 2, 3, 4, 5 000 euros par mois avec mes accompagnements. Je suis tranquille. Je n'ai pas envie de me prendre la tête à monter à 20, 30 000, mais d'avoir ça à gérer. L'état d'humeur de telle personne, le call qui s'est mal fait à tel endroit, le client qui n'est pas content et les choses comme ça. C'est pas le même taf, je suis d'accord avec toi. Et moi, je le vois, tu vois, beaucoup en e-commerce, les gens qui se lancent, la plupart, c'est pour faire un complément de revenu. Ouais. C'est pour venir faire 1 000 euros, 2 000 euros à côté. Donc, des fois, tu vois, ça m'énerve parce que le business, à des moments, il est scalable. Voilà, je le vois et je lui dis, vas-y, envoie, là, tu peux y aller. Mais ça fait peur. Il faut dépenser de l'argent. Il va falloir dépenser 3, 4, 5 000 euros par jour sur Facebook, tu vois. Et ça fait peur parce que tu peux te faire bloquer. On en parlait tout à l'heure. Tu peux te faire bloquer au niveau de ta banque, au niveau de ton BM. Et donc, c'est des risques que les gens ne veulent pas forcément prendre. Donc, des fois, c'est vrai que faut pas chercher à aller chercher des steps qui existent, c'est imaginaire. Ça veut rien dire faire 100K par mois parce que tu vas faire 100K le mois 1, peut-être le double le mois d'après ou peut-être 0 le mois 3. Donc, faut pas chercher des steps comme ça. Je pense qu'il faut apprendre à se connaître et savoir vraiment ce qu'on a envie de faire. Est-ce qu'on veut juste vivre tranquillement? C'est ça. Ou est-ce qu'on veut gérer une équipe de 40 personnes et gérer des gros budgets mensuels surtout. Enfin, c'est un autre taf. Moi, je le vois autour de moi. Par exemple, j'ai plusieurs personnes autour de moi, par exemple, qui vendent du 200, 300, 400K par mois. Et suivant les personnes, c'est pas la même vie. Il y en a qui ont réussi à faire de ces chiffres-là en étant tranquille. Il y en a d'autres, tu l'appelles maintenant, il te répond 6 heures plus tard, tu vois. Donc, à quel prix, tu vois? En fait, pour moi, c'est important que ton business soit aligné à ta vie, en fait, parce que c'est ça le but. C'est que ça corresponde avec ta vie. Donc, si tu veux. C'est pas une question de revenus. Ouais, c'est ça. C'est pas une question de revenus. C'est si tu as des grosses dépenses, si tu as envie d'avoir un gros lifestyle, forcément, il va falloir faire du cash. Mais si tu veux vivre ta vie tranquille, ça sert à rien des fois de trop pousser. C'est ça. Parce que ça va pas forcément te rendre plus heureux. Et ça sert à rien, tu vois. À part si tu as une course à l'ego, mais. Ouais, je suis d'accord. Il y a beaucoup d'ego, généralement. Entrepreneuriat, dans l'entrepreneuriat, avec, notamment même à Dubaï. Le fait d'être ici, des fois, tu as ta concurrence. Et des fois, pour l'ego, tu peux des fois avoir envie de pousser, d'aller plus loin, alors que c'est pas forcément ce dont tu as besoin. Tu vois. Là, de toute façon, pour l'instant, c'est la mode des millionnaires, là, maintenant. Ouais, c'est Tout le monde est millionnaire, maintenant. Ouais, c'est ça. C'est une mode. Par exemple, ça, c'est un truc, là, maintenant, tu regardes sur YouTube, ma vie de millionnaire, tout le monde est millionnaire, tu vois. Mais c'est comme ça. Après, ça crée des normes. Ça tire le marché quand même vers le haut aussi, donc c'est bien. Mais pour moi, il faut faire le business comme tu as envie de le faire. Pas spécialement te calquer sur X ou Y.
Si lui veut le faire comme ça, il le fait comme ça, tant mieux. Mais tant que tu es heureux, que tu fais ton argent et que tu es content comme ça. C'est ça, il faut arriver à trouver son rythme, très clairement. Très clairement. Bah écoute, Julien, c'était super intéressant. Bah vraiment, merci d'être passé sur la chaîne. Je pense que ça a apporté beaucoup de valeur à tout le monde. En plus, c'est toujours intéressant, tu vois, d'avoir d'autres visions. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup inviter des gens qui sont dans d'autres business parce que pour moi, tous les business sont complémentaires et tous les business peuvent... on peut apprendre un petit peu de chaque business, tu vois, même tu vois, l'aspect organique, l'aspect création de contenu. C'est des choses qui s'intègrent aussi à mon business, au e-commerce. Donc c'était super intéressant. Merci d'être venu. Merci pour l'invitation. On se voit la semaine prochaine. Ciao.